Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'arithmétique destinée aux élèves des classes terminales, voire ceux des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous allons aborder ensemble ici le principe de la descente infinie de Fermat, principe que l'on n'enseigne pas forcément, mais en tout cas nous allons voir ensemble qu'il s'agit d'un principe d'une extrême fécondité. Ce principe, comme son nom l'indique, a été inventé par Pierre de Fermat afin de répondre à des questions de la théorie des nombres, c'est-à-dire d'arithmétique, et il dit tout simplement que l'on ne peut pas construire une suite strictement décroissante d'entiers naturels. Cela semble évident et banal. Bien sûr, c'est impossible, puisque une suite d'entiers naturels, elle sera tout le temps supérieure ou égale à 0, mais elle ne peut pas être strictement décroissante. Je ne peux pas construire une suite d'entiers naturels, par exemple, composée de 9, puis qui est plus grand que 7, puis qui est plus grand par exemple que 3, à un moment donné, il va falloir qu'elle s'arrête cette suite. Elle ne peut pas être strictement décroissante, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons voir que ce principe permet de vraiment résoudre des questions assez intéressantes en arithmétique. Ainsi, pour démontrer qu'un énoncé est impossible, il suffit de construire une suite strictement décroissante d'entiers naturels, qui est bien sûr en rapport avec l'énoncé arithmétique sur lequel on travaille. Dans notre premier exemple, nous allons démontrer que la racine carrée de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, et ce en utilisant le principe de la descente infinie de Fermat. Eh bien, par l'absurde, je suppose que la racine carrée de 2 s'écrit sous la forme P sur Q, où P et Q sont des entiers. Bien sûr, ici, ce sont des entiers naturels, Q est différent de 0 aussi. Eh bien, si ceci est vrai, alors je sais que 2 sera égal à P carré, le tout divisé par Q carré. Tout ce que j'ai fait ici, c'est élever au carré de part et d'autre cette égalité qui est ici. Maintenant, cette égalité est équivalente à dire que P carré est égal à 2 fois Q au carré. Cela implique en particulier que 2 doit bien diviser P carré. C'est-à-dire que P carré est un multiple de 2, je le vois ici, il s'écrit 2 fois un entier, mais le carré d'un entier est divisible par 2 si seulement si cet entier lui-même est divisible par 2. C'est-à-dire que si 2 divise P carré, alors je sais forcément que 2 doit diviser P. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que si P était impair, c'est-à-dire 2 ne divise pas P, P carré, lui aussi, serait impair. Et en fait, c'est trivial, si P est impair, il s'écrit sous la forme 2K plus 1. Et je vois bien que P carré, c'est donc 2K plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire donc 4K au carré, c'est une identité remarquable, plus 4K plus 1, et ça s'écrit 2 facteur de 2K au carré plus 2K, le tout plus 1, et donc sous la forme 2K' plus 1, où K' vaut 2K carré plus 2K. Et bien voilà, j'obtiens que si P est impair, alors forcément P carré l'est aussi, c'est-à-dire il est aussi impair, et donc cela implique en particulier que si 2 divise P carré, c'est-à-dire si P carré est pair, forcément P l'est aussi. D'accord? Très bien. Maintenant, je reviens à cette histoire de l'irrationalité de racine de 2. Irrationalité signifie bien sûr qu'il n'est pas rationnel, c'est-à-dire il ne s'écrit pas sous la forme d'une fraction. J'obtiens ainsi donc que 2 divise P, ce qui implique en particulier que P s'écrit sous la forme 2 fois un certain X. Très bien tout ça. Et donc si je mets ça là-dedans, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2X le tout au carré, puisque P vaut 2X, est égal à 2 fois Q au carré. Cette égalité devient 4x carré égale à 2q au carré, qui implique en particulier que 2x carré est égal à q au carré. J'ai divisé de part et d'autre par 2. Qu'est-ce que j'obtiens au final? Eh bien, j'obtiens au final que ça s'écrit 2 est égal à q au carré divisé par x carré, ou encore que la racine carrée de 2 est égale à q, le tout divisé par x. Alors, récapitulons. Ce que je viens de faire ici, c'est que je suis parti de ici, racine de 2 égale à p divisé par q, et sachant bien sûr que p est plus grand que q, donc j'ai un p plus grand que q, tel que la racine carrée de 2 est égale à p divisé par q. Bien sûr, ici p est plus grand que q, c'est trivial, puisque la racine carrée de 2 est plus grande que 1, mais avec un petit raisonnement, je suis arrivé à une autre fraction égale à p sur q, elle est égale à q divisé par x, et de même, q est plus grand que x. Donc ici, j'ai un troisième entier plus petit que q, tel que racine de 2 égale à p sur q égale à q sur x. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, j'ai construit une deuxième fraction égale à la racine carrée de 2 avec un numérateur plus petit, strictement plus petit, bien entendu. Bien sûr, si je refais la même chose ici maintenant avec q divisé par x, eh bien je vais trouver un entier s strictement plus petit que x, tel que la racine carrée de 2 est égale à x divisé par s. Ah oui, mais je suis en train de construire une suite d'entiers naturels strictement décroissantes ici.
Contradiction. Ceci est impossible par le principe de la descente infinie de Fermat, et donc je peux en déduire que la racine carrée de 2 ne peut pas être égale à une fraction. Parce que sinon, eh bien, j'arriverai à construire quelque chose d'impossible à construire en mathématiques. Super chouette, n'est-ce pas? D'où l'irrationalité de la racine carrée de 2. Il existe en réalité d'autres preuves de l'irrationalité de racine de 2, preuves bien plus parlantes que celles qu'utilise de l'arithmétique. En ce qui me concerne, l'une des preuves que j'aime beaucoup est une preuve géométrique, qu'on n'abordera pas ici malheureusement, mais qui permet de construire une suite strictement décroissante d'entiers naturels et qui permet de voir que la racine carrée de 2 n'est pas un nombre rationnel. L'identité qui découle de la preuve géométrique est que racine de 2 facteur de racine de 2 moins 1, eh bien faites le développement, vous tombez sur 2 moins racine carrée de 2. N'est-ce pas? Eh bien, si racine de 2 était un nombre rationnel, alors on pourrait l'écrire sous la forme P divisé par un certain Q. Et cette identité ici devient équivalente à racine de 2 est égale à 2 moins racine de 2, le tout divisé par racine de 2 moins 1. Je remplace maintenant le tout par P sur Q, toutes les racines de 2, c'est-à-dire j'obtiens que la racine carrée de 2 est égale à P divisé par Q, et c'est égal aussi à 2 moins P divisé par Q, le tout divisé par P sur Q moins 1. Je mets le tout au même dénominateur, j'obtiens 2Q moins P, le tout divisé par Q, le tout encore divisé par P moins Q, le tout divisé par Q. Le Q saute et j'obtiens au final 2Q moins P, le tout divisé par P moins Q. C'est intéressant ça. J'ai trouvé une nouvelle fraction qui est égale à racine de 2, n'est-ce pas? Maintenant, je n'ai qu'à démontrer que Q est strictement supérieur à P moins Q. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, j'ai construit une nouvelle fraction qui a un dénominateur strictement plus petit que la première fraction qui serait égale à racine carrée de 2. J'obtiens donc ma contradiction en appliquant le principe de la descente infinie de Fermat. Pourquoi donc est-ce que Q est strictement plus grand que P moins Q? C'est-à-dire pourquoi est-ce que ce dénominateur ici est strictement plus grand que le dénominateur qui est ici? Eh bien, tout simplement parce que cette inégalité ici, elle est équivalente à 2 fois Q est strictement plus grand que P, ou encore que 2 est strictement plus grand que P divisé par Q. Est-ce vrai ça? Eh bien oui, c'est vrai parce que P sur Q, c'est la racine carrée de 2, et je sais que la racine carrée de 2, elle est bien plus petite que 2 lui-même. Ainsi, cette inégalité est vraie, celle-ci l'est aussi, et du coup, par équivalence, celle-là l'est aussi. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais d'où peut bien sortir cette égalité qui est ici? Et oui, c'est la preuve géométrique, et comme le dit bien Fermat, la marge est trop petite ici pour que je puisse vous l'expliquer. Peut-être pour une autre vidéo. Bien sûr, il ne faut pas oublier ici que l'entier que je viens de construire ici, P moins Q, est un entier strictement positif. C'est un entier naturel, il n'est pas négatif parce que P, il est plus grand que Q. Rappelez-vous, parce que racine de 2, c'est un nombre qui est strictement plus grand que 1, et que s'il est égal à P divisé par Q, P n'a pas le choix que d'être plus grand que Q, et donc P moins Q sera tout le temps un entier naturel. D'où donc notre fameuse contradiction. Nous allons passer maintenant à un énoncé qui a fait couler beaucoup d'encre. En effet, je vous rappelle qu'on a vu que l'équation a carré plus b carré égale à c carré admet une infinité de solutions, ce sont les triplés pythagoriciens. Mais notre regretté Fermat s'est posé la question, peut-on alors trouver des entiers tels que a au cube plus b au cube égale à c au cube? Bien sûr, a fois b fois c ici est différent de 0, c'est-à-dire aucun des a, b et c n'est égal à 0, sinon c'est trivial, bien sûr. Et c'est aussi posé la question si on pouvait donc résoudre a4 plus b4 est égal à c4. Et plus généralement, peut-on trouver des entiers tels que a à la puissance n plus b à la puissance n est égal à c à la puissance n, ou bien sûr a fois b fois c est différent de 0 et notre n est pris supérieur ou égal à 3. Ce résultat s'appelle le grand théorème de Fermat. Fermat lui-même prétend avoir trouvé une démonstration à l'impossibilité de la résolution d'une telle équation, mais dit que la marge est trop petite pour qu'il puisse y mettre sa preuve. Cette conjecture a fait couler beaucoup d'encre et n'a été résolue qu'en 1995, c'est-à-dire environ 350 années après, par son éminence, le mathématicien britannique Andrew Wiles. C'est une question très sophistiquée. Beaucoup de grands génies en mathématiques n'ont pas pu la résoudre, et cette démonstration passe de très loin n'importe quel cours élémentaire en théorie des nombres. Pour nous ici, nous allons nous intéresser au cas où n égale à 4,
Et nous allons démontrer qu'il est impossible de trouver des entiers tels que a à la puissance 4 plus b à la puissance 4 est égal à c à la puissance 4. Bien sûr avec la condition a fois b fois c différente de 0. La preuve que je vais vous donner utilise bien sûr la descente infinie de Fermat et elle est due à Fermat lui-même. L'une des manières en mathématiques pour démontrer qu'un théorème est impossible est de lui trouver une conséquence qui elle-même est impossible. C'est-à-dire que si A4 plus B4 égale à C4 était possible, eh bien on pourrait trouver une conséquence à ceci qui elle est impossible. D'où donc l'impossibilité de l'existence de trois entiers A, B et C tels que A4 plus B4 égale à C4. Mais quelles conséquences donc? Eh bien l'impossibilité de cette équation est liée au triangle pythagoricien, c'est-à-dire les triangles rectangles avec des côtés tous des entiers. D'accord? Qu'est-ce qui est impossible dans cette configuration? Eh bien Fermat s'est rendu compte que dans tout triangle pythagoricien, c'est-à-dire ici j'ai des entiers donc A, B et C, l'aire de ce rectangle n'est jamais un carré parfait. C'est-à-dire 1/2 fois A fois B ne peut pas être le carré d'un nombre. Et qu'est-ce qu'il dit donc? Eh bien il dit donc que si ça c'est possible, alors on pourrait trouver un triangle pythagoricien dont les côtés sont des entiers, tel que son aire est un carré parfait. Pourquoi donc? Je vous rappelle que les triangles pythagoriciens ont tous des côtés de la forme u carré moins v carré, et puis 2uv, et puis l'hypoténuse c'est u carré plus v carré. Vous vous rappelez? Et ça c'est parce que nous avons u carré moins v carré le tout au carré, plus 2uv le tout au carré est égal à u carré plus v carré, le tout à la puissance 2. Et on a vu qu'en fait, n'importe quel triangle pythagoricien peut s'écrire sous cette forme. Rappelez-vous, c'était la méthode de Diophante. Eh bien, ce qui se passe, que si on a ça, c'est-à-dire si jamais A4 plus B4 est égal à un certain C4, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que A4 est égal à C4 moins B4. Et regardez l'art et la manière de notre ancêtre savant. Eh bien, il dit, dans ce cas-là, le triangle de côté C4 moins B4, 2 fois C2, B2, et puis C4 plus B4 est un triangle pythagoricien, c'est-à-dire ses côtés sont tous des entiers, et je sais bien par l'expression qui est ici que C4 moins B4, le tout au carré, plus 2C2, B2, le tout donc au carré, est égal à C4 plus B4, le tout au carré. Je n'ai pas besoin de recalculer tout ça, je sais que c'est vrai, puisque je remplace ici U par C au carré, et V par B au carré, n'est-ce pas? Eh bien, pour ce triangle pythagoricien en particulier, je sais qu'il y a trop de lettres, il y a trop de choses à savoir ici, mais restez concentrés. Ce triangle en particulier, je prétends qu'il a une aire, un carré parfait. Pourquoi? Parce que son aire, c'est tout simplement 1/2 facteur de C4 moins B4, parce que C4 moins B4, c'est son premier côté, fois son deuxième côté, c'est-à-dire 2 fois C carré, B carré, et ça vaut donc C4 moins B4, le tout fois C carré, B carré. Et qu'est-ce que je sais sur C4 moins B4? Eh bien, la relation qui est ici me dit que lui aussi est un carré parfait. Ça s'écrit donc A à la puissance 4, puisque C4 moins B4, c'est A à la puissance 4, fois C carré, B carré, et ceci est égal à A carré fois CB, le tout carré, et c'est un carré parfait. Vous voyez donc, si jamais cette équation est résoluble, je peux trouver un triangle pythagoricien pour lequel l'aire, ça c'est la formule d'aire, hein, c'est 1/2 fois base fois hauteur, est un carré parfait. Mais Fermat va démontrer avec le principe de la descente infinie que l'aire d'un triangle pythagoricien ne peut pas être un carré parfait, d'où l'impossibilité de l'équation A4 plus B4 égale C4. Ah, c'est très ingénieux, ça demande de la technique, et Fermat n'en manquait pas. Qu'est-ce qu'il va faire donc Fermat? Il va démontrer que un triangle pythagoricien, c'est-à-dire les côtés sont des entiers, ne peut pas avoir une aire, un carré parfait, et pour ce faire, il va supposer qu'il existe un tel triangle, et il va construire un triangle plus petit que celui-ci, qui a la même propriété. Ensuite, il va réitérer ce même procédé, et dire que si encore j'arrive à construire un plus petit, strictement, eh ben je pourrais construire un qui est encore plus petit que le premier et que le deuxième. Ainsi, je construis une suite strictement décroissante d'entiers naturels, ce qui est une impossibilité, d'où donc en fait le théorème ici de Fermat, qui est dû à Fermat lui-même, A4 plus B4 égale C4, est une équation impossible à résoudre pour les entiers tout court, naturels ou pas, tels que A, B, C est différent de 0, c'est-à-dire aucun d'eux n'est égal à 0. Et oui, c'est une démonstration d'un certain niveau, mais à mon avis essentielle pour la compréhension de l'arithmétique, de son histoire et de
de la puissance des raisonnements de la théorie de la divisibilité. Pourquoi est-ce que parfois il y a des énoncés impossibles comme celui-ci, en arithmétique en particulier? Eh bien parce que nous allons voir qu'il y a des propriétés de divisibilité qui rendent les choses impossibles. Par exemple, si je prends l'équation 2x égale 1, eh bien 2x égale 1, à cause de propriétés de divisibilité, ne peut pas être possible dans Z. Vous voyez? Eh bien parce que cela signifie que 2 divise 1. C'est impossible, 2 ne peut pas diviser 1, et donc ça c'est impossible aussi. Eh bien pareil avec cette équation, on va trouver des relations arithmétiques qui ne tiennent pas la route, et qui font que l'énoncé de Fermat concernant les triangles va s'avérer vrai. Bon, je ne ferai pas la démonstration complète dans cette leçon parce qu'elle va nécessiter quelques connaissances en arithmétique. Nous allons démontrer au fur et à mesure de notre avancement quelques résultats en arithmétique qui nous permettront de comprendre les tenants et aboutissants de la preuve de Fermat. Mais en tout cas, l'esprit était d'utiliser la descente infinie afin de construire des triangles de plus en plus petits qui ont une aire égale à un carré parfait, et cela conduit à une contradiction qui permet de dire que cette équation n'admet pas de solution. Notre leçon se termine ici, j'espère que vous êtes bien amusés. Ce fut un peu technique, mais pas trop j'espère. On reviendra sur la preuve de A4 plus B4 égale C4, et l'on démontrera en particulier qu'il n'existe pas de triplet pythagoricien donnant un triangle pythagoricien avec une aire, un carré parfait. Bien sûr, quand on disposera de suffisamment d'artillerie arithmétique. Et je vous montrerai par la même occasion une autre preuve assez magique de l'irrationalité de la racine carrée de 2 qui découle justement de l'impossibilité de trouver un triangle pythagoricien d'aire un carré parfait. Merci pour votre écoute et à très vite.